Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Fiat, je travaille à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, l'aide au développement des pays du Sud, qui est un institut de recherche français qui est installé à Lansvata. Et je travaille aussi en partenariat avec le GOPS, qui est le Grand Observatoire de l'environnement et de la biodiversité terrestre et marine du Pacifique Sud. Donc, qui est un observatoire qui aide un peu les instituts de recherche à gérer leurs données, on va dire. Et donc, je vais vous présenter un exemple d'une application de valorisation de données issues de capteurs que nous avons passé sous Docker, donc en production depuis très peu de temps. Donc, pour un petit contexte, c'est une application qui s'appelle RIFTemp, qui est le réseau de capteurs de température, pression, salinité dans le domaine côtier du Pacifique Sud-Ouest et Sud-Ouest, et qui donc consiste à mettre des capteurs dans des petites capsules. Donc à l'intérieur de cette capsule, il peut y avoir 1 à 3 capteurs qu'on met sous l'eau, donc dans le domaine côtier, dans les 10 mètres de profondeur. Donc on en a par exemple à l'île aux Maîtres, à l'île aux Canards, à Lansvata. On met un petit bloc de béton et hop, on met nos capteurs à l'intérieur. Et tous les 6 mois à 2 ans, une équipe va chercher ces capteurs. Et ça permet, depuis les années 50 jusqu'en 2010, par exemple, on a pu constater un réchauffement de la température de 0,11 degrés par décennie, donc sur Lansvata. Donc, quelques chiffres, c'est pas tout à fait en face, mais quelques chiffres rapidement. Donc, on est à quasiment 15 millions de mesures. Dans les années 50, donc il n'y avait que nous il n'y avait qu'une pauvre personne avec son seau qui prenait la température tous les jours, donc fréquence de mesure quotidienne. Et puis on est arrivé dans les années un peu plus 2000, et là on a eu des capteurs automatiques avec une fréquence en heure. Et puis plus récemment, donc maintenant on est sur des outils qui font de la fréquence à la seconde, voire supérieure, pour de la température, mais aussi de la salinité, de la pression, enfin divers paramètres physiques. Et donc, on s'est associé avec la CPS et puis plus récemment avec l'University of South Pacific. Et donc, maintenant, on a des capteurs sur plus de 14 pays. Et donc, on a quelque chose dans les 280 jeux de données. Donc, c'est des séries temporelles. Pardon. Donc, on a mis en place des outils. Donc, on a eu une application de gestion qui s'appelle DB Oceano, qui est assez ancienne et qui permet de rentrer les données. Donc les données issues de capteurs sont de l'ASCII qu'on transforme en netCDF et qu'on met dans l'application. Donc ça va, on le stocke en netCDF et également en base de données SQL. Donc là, vous voyez tous les capteurs dans le Pacifique. On a actuellement plus de 70 capteurs qui sont en train de prendre des mesures. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt Docker. Et donc, ce qu'on a fait l'année dernière et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est le portage de l'application sous Docker. Donc, ce qu'on a, nous, c'est pas jusqu'à des microservices, mais on y est presque. C'est-à-dire qu'on a quand même encore une base de données qui gère un peu tout. Mais après, on a séparé toute la logique. Donc, on va avoir une application qui nous sert à rentrer les données. Et après, on a toute une panoplie. Donc, je vais vous montrer l'architecture. Hop. On a toute une panoplie d'applications qui nous servent à diffuser les données sous différents formats et sous différentes normes. Il faut savoir que les données ne sont pas utilisées de la même manière par des océanographes que par des écologues, par exemple. L'océanographe physicien va utiliser de l'OpenDAP, ça s'appelle. C'est de la donnée grillée. Mais les autres chercheurs vont plutôt préférer du CSV ou tout simplement une image pour voir à quoi ça ressemble déjà. Donc on a déployé beaucoup de services. Et donc, pour porter notre application, on a commencé par analyser la structure. Donc on part de en haut. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les capteurs qui sont mis dans des fichiers plats netCDF, qui sont intégrés à la base de données DB Oceano, qui les stocke en base de données. Et donc après, à partir de cette base de données, on réexporte en fichier plat netCDF. Alors, l'intérêt des fichiers plats, c'est qu'ils sont utilisés par l'OpenDAP et qui permet qu'il y a des très bonnes compétences, des très bonnes. C'est plus rapide que l'accès à la base de données, on va dire, le traitement en netCDF. Donc on a pris tous ces modules et donc on a regardé. On avait un gestionnaire de données, un serveur OpenDAP, un serveur SOS.
donc qui est un système de flux Sensor Observing System qui permet de gérer les données de capteurs. Et après, on avait un serveur de catalogage, un serveur de données géographiques et enfin un portail de données qui nous permet de retranscrire ces données. Donc on a quand même prévu quelques petites modifications, notamment pour le SOS, qui est une technologie assez récente. Donc on a cassé notre ancien serveur client SOS pour un nouveau serveur SOS qui faisait du REST. Donc, il faut savoir qu'on traite des millions d'observations dans une requête. Et donc, du SOAP avec du XML pour des millions de lignes, c'est pas très rapide. Donc, on est passé en REST. Et donc, on a tout passé sous Docker. Donc, on a containerisé toutes ces applications une par une. Et donc, on a réutilisé, donc, pour un petit rappel, voilà, nos briques logiques, pardon. Donc, une base de données qui fournit un flux SQL et qui était en Postgre PostGIS, donc PostGIS qui est l'extension géographique. L'application de gestion qui est sur du Java et qui tourne sur du Tomcat. L'application de gestion qui date des années 2000 et quelques. Donc, on ne savait pas trop si ça allait passer. Un serveur de données grillé donc, qui fait de l'OpenDAP, qui était en Java aussi. Géographique, GeoServer, qui est en Java aussi. On avait pas mal de Java, donc c'était quand même assez simple. Le serveur de données de capteurs, le serveur de catalogage. On avait aussi des petits services web Python qui tournent sous WebP, qui permettent de diffuser les données en CSV, une petite faute, et en format image. Et enfin, un portail web qu'on a fait très simple, qui permet d'afficher tous ces flux et de les ordonner pour les utilisateurs. Donc une fois qu'on a un peu décomposé notre architecture, il faut choisir les images qu'on va utiliser pour chaque brique logique. Donc pour rappel, pour choisir des images, donc c'est un conteneur par brique logique. Il faut essayer de privilégier des images officielles pour lesquelles on a vérifié le Dockerfile. On va essayer d'avoir un GitHub associé pour pouvoir y accéder rapidement et voir ce qu'il y a dedans. Et aussi essayer d'avoir des images légères, parce que quand on fait tourner 10 conteneurs qui sont tous à 1, 2 gigas, ça commence à faire, ça peut faire lourd. Donc avec des images Alpine, ça peut être bien. Et enfin, qu'ils soient maintenues et plébiscitées, donc qu'ils soient des images qui soient assez suivies. Et surtout, il faut vérifier que dans le Dockerfile que les spécifications de chaque brique logicielle que vous allez mettre dedans, que les spécifications sont bien vérifiées. Donc c'est ce qu'on a fait, on a repris toutes nos briques, on a pris le Postgre. Et par exemple, pour Postgre, il existe une image officielle, mais il n'y a pas d'image officielle avec l'extension PostGIS, qui est pourtant très utilisée. Et donc on a utilisé une image qui est très utilisée dans la communauté des utilisateurs. Et comme on avait besoin d'un SSH, on a rajouté. Donc on a fait un Dockerfile et on a déployé. Donc c'est très simple, il faut 10 lignes, 20 lignes pour avoir notre image Postgre. Ensuite, pareil pour l'application de gestion, on a dû surcharger l'image officielle pour ajouter du SSH également. Et donc le connecter, l'application de gestion exporte des données des fichiers plats, pardon. Et donc du coup, on a dû monter un volume container. Donc vous voyez ici là, hop, le volume container avec les données. Donc ça va être du netcdf. Ça va être réutilisé par un autre conteneur qui est le Threads, qui diffuse les fichiers netcdf. Ensuite, ça c'était un cas bien pratique, c'est que Threads, donc il y a un gros éditeur d'OpenDAP qui est très utilisé, fournissait une image Docker. Et ça, c'est vraiment agréable parce que quand on touche à ce genre d'applications assez grosses, elles ont besoin d'un paramétrage qui est souvent un peu difficile à faire, justement. Et le fait que l'éditeur fournisse une image, ça permet d'avoir tout de suite le logiciel qui est bien optimisé et qui tourne exactement comme il faut, avec les bonnes librairies où il faut, et on n'oublie rien. Enfin, c'est agréable. Le GeoServer, donc là, on a dû refaire un petit peu une image. Le SOS, pareil, l'éditeur 52 North fournissait une image. Le catalogue, donc j'ai un peu tout montré, mais je passe assez vite dessus. Donc le GeoNetwork, pareil, c'était fourni. Et enfin, le Python, donc très simple. On a utilisé une image Apache et puis hop, on a mis nos scripts et c'était parti. Et enfin, si on a bien réussi, donc on a fait que des web services.
Et donc le client, a priori, il n'a besoin de rien pour se connecter à tous les flux. Et donc on a essayé de déployer. On a utilisé HAProxy, donc qui est un reverse proxy, pas un reverse proxy, et donc qui permet de mapper. Donc là, on a déployé plein d'applications qui sont un peu toutes sur le port 80, sauf que notre serveur principal a qu'un port 80, donc on est obligé de switcher un peu avec ça. Et le HAProxy permet de rediriger vers les bonnes URL, les bonnes extensions, enfin bref, de bien dispatcher les ressources aux bons endroits. Donc là, on ne voit pas du tout ce qui se passe parce que la résolution n'est pas la bonne. Mais bon, en gros, donc il y a un Docker Compose Start, mais bon, c'est un Docker Compose Up plutôt, et qui déploie. Et après, là, on voit donc tous les conteneurs qui ont été déployés. Donc on en a pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 conteneurs. Donc toutes nos applications qui tournent ensemble, plus le HAProxy. Et là, la résolution n'est pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et donc, pour tester, voilà, donc sur le site du GOPS, on a notre application. Donc, derrière, c'est un gros système. On a des millions de données qui tournent. Et sur toutes ces plateformes, on peut accéder... hop, je vais vous montrer un exemple qui est plutôt sympa. Donc, vous pouvez voir que tout, je crois que c'est Lido Canard qui est sympa. Donc, sur la gauche, les métadonnées SOS, Sensor Operating System, qui permettent de décrire des données de capteurs, le réseau, le dataset, donc qui est la série temporelle associée, et ici, tous les formats auxquels on propose de télécharger les données, avec, sachant que ça peut être des périodes un peu longues, 2011-2016, un petit outil qui permet, pas très facile, qui permet de réduire. Donc, pour l'image, par exemple, on va télécharger ça. Le CSV, pareil, ça va être de la forme donnée brute. Donc, on peut réduire un peu la période si on est intéressé que par une année. Et sur la partie gauche, hop, on peut donc restreindre parce que on n'a pas que de la température, on va avoir d'autres données. Donc, on va dire la salinité, par exemple. Hop. Donc, les services web WFS affichent que les plateformes sur lesquelles on va avoir de la salinité. Et ensuite, on peut choisir entre les stations donc, qui fournissent de la salinité et choisir donc, le jeu de données. Donc, sur cette station, on a donc de la salinité et puis de la température à différents niveaux de qualification. Et un petit graphique dynamique qui nous permet d'afficher toutes les données, donc la dernière année de récolte, qui nous permet d'afficher toutes les données qu'on trouve dans cette série. Donc, ça, c'était pour la petite démo. Hop. Et donc, pour ma petite conclusion, le retour d'expérience, c'est que en très peu de temps, on a fait une mise à jour complète du système. C'est-à-dire qu'on avait des applications qui tournaient sur du Java 6, dans du Tomcat 6 aussi, et qu'on a très facilement mis sur du Tomcat 8 avec des images qui étaient déjà toutes prêtes. Suffisait donc quand l'image est fournie par l'éditeur, là c'est vraiment simple, il suffit de la déployer. Et sinon, on reprend le manuel d'installation qui avait été fourni à l'époque et puis on l'écrit dans le Dockerfile. Et puis cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on le fait. C'est pas mal aussi. Très facile à déployer. Une fois qu'on a tout fixé en test, que tout fonctionne bien, pour passer en production, c'est vraiment très simple puisqu'il suffit de tout préparer en test. On push bien les images et en production, il suffit de faire Docker Compose Up et tout est prêt, quoi. Enfin, c'est assez magique. Un autre point assez positif, c'est que le retour arrière est possible. Je vous parlais de mes applications qui tournaient sur Tomcat 6. Si ça ne marche pas sur du Tomcat 8, il suffit que je revienne, donc je ne perds rien. J'ai essayé sur le 8, ça ne marche pas. Je change mon Docker Compose et je repasse sur du Tomcat 6 en 3 minutes. Plutôt que de désinstaller Tomcat 8, réinstaller Tomcat 6, on a changé.
Et enfin, donc nous, on est assez modulaire. C'est très simple de changer une brique, puisque par exemple, pour des flux SOS, il y a plusieurs fournisseurs qui changent un peu de technique pour les diffusions. Là, par exemple, entre la dernière fois et aujourd'hui, on a changé de fournisseur. Eh ben, on a juste besoin d'enlever le conteneur et puis de le remplacer par un nouveau, et les flux, ça va fonctionner pareil. C'est assez simple. Donc voilà, il y a aussi il y a encore plein d'autres points positifs. Donc on a vraiment fait une migration assez rapide par rapport au système. Et donc voilà. Donc merci de votre attention, et si vous avez des questions. Que des qualités. Ouais, globalement, j'ai pas eu de problème. Enfin, si, pour débugger un peu. Il y a des fois où tu sais pas très bien ce qui se passe. Mais globalement, bon, après, c'est parce que j'avais l'habitude déjà d'utiliser du Docker, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a tout qui a marché facilement. Non, ça a bien marché. Eh ben, j'avais peur, ouais, que ce soit un peu plus lent. Et en fait, non, ça marche bien. Les temps d'accès sont... Enfin, les applications accèdent facilement. Et par exemple, vu qu'on travaille quand même beaucoup avec la France, toutes les démos, alors on n'a pas on a un fournisseur à l'IRD, on n'a pas un gros débit, on va dire. Ben, en France, ça tourne très bien. Enfin, il n'y a pas de... Les données se chargent aussi rapidement que là. Enfin, tout passe bien. Je ne sais pas comment le dire mieux. Ça tourne bien. Ça demande peut-être un petit peu plus de ressources au niveau CPU. On a un peu augmenté les machines, mais c'est tout. Bon, merci. Alors, dans le cas de ce projet-là, l'idée à l'origine, c'était, donc on travaille avec la CPS et l'USP, donc Fidji, et l'idée, c'était pas de nous être data center, c'était de déployer une instance de l'application à chaque pôle de données, à chaque endroit où il y a un fournisseur de données. Donc, par exemple, à Wallis et Futuna, on a des gens... et donc, pour l'instant, les gens nous envoient les données au format NetCDF. L'idée, c'était que, comme il y a toujours un peu des problèmes de propriété intellectuelle sur ces données, l'idée, c'était de les laisser maîtres de leurs données, donc de leur laisser la base de données et l'application qui tourne avec. Sauf que, pour être allé à l'USP il n'y a pas très longtemps, installer un serveur... Alors, déjà, avoir un serveur à l'USP, c'est pas forcément très facile. Les gens qui sont en charge de ces serveurs, ils ne savent pas très bien maintenir, enfin, ils sont sur des choses très simples. Et du coup, je ne pouvais pas leur demander de maintenir 5 applications avec du Tomcat, mettre à jour, enfin, c'était pas possible. Et là, avec du Docker, je leur demande d'installer du Docker. Donc, on n'est pas encore passé à là, mais l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir proposer aux autres fournisseurs de données de déployer très facilement.